Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, Faustin Archange Touadéra prend le bâton de commandement en zone CEMAC. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région s'achève ce soir à Yaoundé avec le passage de témoin au président de la République centrafricaine qui devient le nouveau président en exercice. En attendant les résolutions de cette rencontre présidée par le chef de l'État camerounais, arrivé à la fin de son mandat à la tête de l'institution, nous ferons le point sur les dossiers majeurs de la commission sortante de l'instance sous-régionale. À suivre également dans ce journal, lutte contre la torture et les sévices corporels. Pourquoi les habitudes ont la peau dure dans le septentrion du Cameroun? La fessée de 120 coups de fouet administrée à un jeune homme dans le Lamida de Thiéboa préoccupe dans une république où la loi condamne de telles atteintes aux droits humains. On en parle dans ce 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Un déséquilibré mental crée la panique à l'école du centre à Kribi. L'homme se serait introduit au sein de cet établissement, annonçant la mort en série des élèves dans les heures d'après. La rumeur a affolé les parents qui ont accouru pour récupérer leurs enfants. Josepha Benabena. C'est un vent de panique qui secoue l'école du centre. Ici dans la cité balnéaire de Kribi, les parents prennent d'assaut l'établissement scolaire pour retirer leurs enfants. On m'a dit qu'il y a 2 cadavres à l'école du centre en sortant du marché. C'est pour cela que je suis venue récupérer et voir l'enfant. Et quand j'arrivais, je trouvais la fouille. Quand je trouvais la fouille, j'ai eu peur. On nous a dit qu'il y a l'hibou avec 2% en main qui menaçait les enseignants que si on est faux, ne les donne pas l'argent, ils vont manger tous ces enfants. C'est ça qui nous a fait les paniques. On a dit que les enfants ont disparu. C'est pour ça qu'on est venu chercher les enfants. La rumeur s'est répartie d'une personne non encore formellement identifiée qui serait entrée furtivement dans l'enceinte de l'école. Pour contenir la foule des parents en furie, la police a dû faire des tirs de sommation en l'air. Après plusieurs heures de tumulte, chaque parent peut retrouver son enfant. Comme j'ai trouvé mon enfant, Dieu merci. Je vois que c'est les fausses rumeurs, C'est les fausses rumeurs. Ce sont les fausses rumeurs parce que j'ai trouvé mes enfants en bon état. Le sous-préfet de Kribi 1er, qui est arrivé sur les lieux, a rendu public un communiqué après une réunion de crise. Bertrand Fouendono dénonce la fausse rumeur et demande aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. L'école publique du centre est constituée de 3 groupes scolaires pour plus d'1 millier d'élèves. L'école a bel et bien une clôture, mais n'a pas de vigile et le portail d'entrée n'est pas sécurisé. Le prélat présumé violeur de Berthois, emporté par la mort, incarcéré depuis le 18 mai 2022 pour une affaire de mœurs, l'abbé Emilia Messina est décédé à l'hôpital régional de Berthois. Ces accusations graves lui avaient valu une suspension de son ministère sacerdotal. Benjamin Essam pour d'autres précisions. L'abbé Emilien Messina avait été interpellé et incarcéré à la prison centrale de Berthois le 12 mai 2022 pour une affaire de mœurs. Avant d'être écroué, le prélat de 48 ans officiait comme curé à la paroisse Saint-Esprit Château de Pourlota. Certains de ses fidèles gardent le souvenir d'un homme de Dieu dévoué. L'abbé Messina Emilien a été mon curé à la paroisse Saint-Esprit Château. Et je l'ai connu comme étant un homme qui était toujours proche de ses brebis. Ce prélat-là qui était toujours près de ses ouailles, près, n'est-ce pas, à les accompagner, à les soutenir spirituellement. Accusé des faits présumés de corruption de la jeunesse, le prélat ne cessait de clamer son innocence. Des faits suffisamment graves pour l'Église catholique qui ont amené l'archidiocèse de Berthois de lui interdire l'exercice de toute activité liée au ministère sacerdotal. En tant que chrétiens, ça nous a vraiment affectés. Nous ne pouvons que, n'est-ce pas, laisser libre cours à la justice, de faire la lumière. Malheureusement, il s'en est allé.
Selon ses proches, on le savait malade et son état de santé s'est considérablement dégradé il y a 2 semaines. L'abbé Messina décède aux premières heures de la matinée du 15 mars 2023 alors qu'il était interné à l'hôpital régional de Bertoua pour des soins appropriés. Dans un communiqué signé du directeur de la communication de l'archidiocèse de Bertoua, Monseigneur Joseph Atanga annonce le décès du prélat, adresse ses condoléances à la famille naturelle éplorée et invite le peuple de Dieu à la prière pour le repos de son âme. Quant à la famille biologique, elle a souhaité récupérer le corps, une demande rejetée par l'administration pénitentiaire. Originaire du centre, l'abbé Messina aura exercé 15 ans dans le ministère sacré. Nous vous le disions en titre, des actes de torture ne cessent de se multiplier dans les chefferies traditionnelles du Septentrion. Le dernier cas en date, la garde rapprochée du Lamido de Thieboa a affligé 120 coups de fouet à un jeune homme pour avoir tenu des propos injurieux à l'endroit de son ancien employeur. Face à la gravité des faits, l'on se demande bien si les chefferies sont compétentes pour régler les infractions pénales. D'autres précisions dans ce reportage de Jires Yopa, Ulrich Konomala. Un paysage magnifique de Thieboa dans le département de la Benue. La population de cette partie de la région du Nord est concentrée dans un lambida. Mais derrière cette paix apparente se cachent des traumatismes infligés par les Doigari, la garde rapprochée du Lamido. Wulvan Souina est la dernière victime d'une barbarie d'un autre genre. Pour avoir tenu des propos injurieux à l'endroit de son ancien employeur, il a reçu plus de 100 coups de fouet dans la cage du Lambida, 120 pour être précis sur les chiffres. Ils m'ont enfermé dans un local Lambida pendant 3 jours, sans me donner ni de l'eau, ni de la nourriture durant cette période. Au moment où ils me libèrent, ma blessure était en état de délabrement très avancé. Un médecin est venu me voir à la sortie de ma détente. Il m'a désisté immédiatement, estimant que ma blessure était grave. C'est mes frères du village qui sont venus me prendre pour me conduire à l'hôpital de Ngon. Une horreur fermement dénoncée par les défenseurs des droits de l'homme. Pour la société civile, les chefferies ne sont pas au-dessus de la République. Nous appelons à l'attention des dirigeants, surtout traditionnels et des Lamido, parce que nous sommes dans une république organisée, parce qu'il y a des institutions. Si la justice populaire est interdite, c'est la même chose que des dirigeants, des chefs traditionnels soient-ils et autres, n'ont pas droit, n'est-ce pas, de mettre main sur des citoyens et de se prévaloir une certaine liberté de faire de mal et de nuire. Et c'est ce que nous dénonçons avec rigueur acharnée et nous en appelons à leur conscience. Rapproché par nos confrères du journal L'Œil du Sahel, le Lamido Moussa Aboubakari a reconnu avoir interpellé et administré quelques coups de fouet à Souina. Il nie cependant le nombre de coups administrés et que ces blessures n'ont pas été causées par le fouet, plutôt par les esprits de la forêt, un châtiment infligé à cause de la déforestation pour prélever le bois de chauffe. Mais qu'à cela ne tienne, les chefferies traditionnelles sont-elles compétentes pour régler les infractions pénales? Absolument pas. Si les faits tels que relatés par la presse et dans les réseaux sociaux sont exacts, nous sommes dans la définition exacte même de ce que c'est que la torture. Or, pour parler de torture, le code de procédure dit qu'il faut que ce soit un fonctionnaire ou un chef traditionnel. Il faut savoir que les peines varient en fonction du résultat obtenu. Par exemple, si cette torture occasionne la mort de la victime, la peine maximale est l'emprisonnement à vie. Des dérives comme celle-ci sont observées dans plusieurs chefferies à travers le grand nord du pays. En 2022, Ali Youssef, neveu du Lamido de Garoua, a perdu la vie dans les mêmes conditions. C'est sous le thème « Faire de la CEMAC en 2025 un espace économique intégré et émergent » que se tient la 15e conférence ordinaire des chefs d'État et de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC. À l'issue de ce sommet, le président camerounais Paul Biya cédera la présidence tournante de l'organisation à l'un de ses homologues de la sous-région, Pierre Laverdu-Romban. Au moment où je passe le
témoin à notre frère, le président Faustin Archange Touadéra, à la présidence de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, je voudrais lui exprimer notre confiance. Conformément au principe de rotation par ordre alphabétique, c'est le centrafricain Faustin Archange Touadéra qui devra succéder à son homologue camerounais Paul Biya. Sujet à l'ordre du jour de ce sommet, le renouvellement des mandats de plusieurs responsables d'organes et institutions de l'organisation régionale qui divise les États membres. Les travaux du 15e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se sont ouverts ce 17 mars à Yaoundé en présence de 6 chefs d'État membres de la sous-région. Il s'agit de la première rencontre en présentiel depuis novembre 2019. Le sommet de 2021 s'étant tenu en vidéoconférence à raison de la survenue de la pandémie du coronavirus. Dans son discours d'ouverture, Paul Biya, le chef du pays hôte et par ailleurs président en exercice de la CEMAC, n'est pas passé sans évoquer les défis qui interpellent la sous-région aujourd'hui. En tête, la succession de crises qui traversent le monde depuis 2020 et qui fragilisent à plus d'un titre les convalescentes économies de la CEMAC. Le président camerounais a pointé plus précisément le conflit russo-ukrainien tout en précisant que seule l'intégration des 6 économies Cameroun, Gabon, Congo, RCA, Guinée équatoriale et Tchad devrait permettre d'y apporter une réponse efficace. Il y a lieu d'être persuadé que notre communauté est capable de jouer son rôle dans la rationalisation de l'exploitation commune de nos immenses ressources. Durant la présidence du Cameroun à la tête de notre organisation commune, notre action est restée, malgré les contraintes exogènes, centrée sur la poursuite de nos objectifs d'intégration. Autre impératif soulevé par Paul Biya, c'est l'accélération de la mise en œuvre du passeport biométrique CEMAC, un document devant renforcer la libre circulation dans la sous-région. Toutes ces actions vont favoriser un meilleur maillage de nos États, une circulation accrue des hommes et des biens, ainsi qu'une amélioration de la performance de nos économies, a précisé le chef de l'État camerounais avant d'inviter ses pairs à échanger sur ces questions à huis clos. En souhaitant à toutes les délégations un bon retour dans leurs pays respectifs, je déclare clos les travaux de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Je vous remercie de votre attention. Le reportage de Pierre Lavert-Durombon, je vous propose de suivre un morceau choisi du discours de clôture du chef de l'État Paul Biya sur les 12 projets intégrateurs prioritaires susceptibles d'accélérer l'intégration physique et commerciale de la zone CEMAC. Des résolutions susceptibles de produire des effets positifs qui seront immédiatement perceptibles par nos populations. Tout au long des travaux, j'ai pu apprécier notre volonté commune de privilégier les intérêts de la communauté. Ainsi, nous avons progressé dans la recherche de l'efficacité de nos institutions communautaires. Nous avons évolué en ce qui concerne les mesures à prendre pour assurer la poursuite du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, la consolidation de notre union monétaire, le renforcement de nos politiques structurelles et l'amélioration du fonctionnement de nos institutions communautaires. Bref, nous avons pu mesurer les avancées enregistrées et les efforts qui restent encore à faire. Les avancées constatées dans le cadre de l'intégration de nos économies augurent des perspectives encourageantes. Il y a lieu d'être persuadé que notre communauté est capable de jouer son rôle dans la rationalisation de l'exploitation commune de nos immenses ressources. Et l'intégration sous-régionale plombée en zone CEMAC. L'adoption du passeport communautaire n'a toujours pas permis d'atteindre les objectifs fixés par les chefs d'État. Principaux freins à cette dynamique, le Gabon et la Guinée équatoriale. Josiane Gok et Achille Kamga.
Guinée équatoriale, le Gabon sont présentés en zone CEMAC comme les mauvais élèves de l'intégration sous-régionale. Si nous parlons d'intégration et que nous avons encore des voisins, un voisin de manière spécifique, la Guinée équatoriale, qui pense encore que pour être intégré, il faut ériger des barrières, il faut ériger des murs, eh bien je crois qu'il y a encore un travail profond qui doit être fait au niveau de la Guinée équatoriale et au niveau également du Gabon. Les Tchadiens qui sont encore peut-être un peu acceptables, mais c'est le Cameroun excelle, c'est la Guinée équatoriale et le Gabon qui ont encore de la peine à ouvrir les frontières. Et pourtant, le projet de passeport CEMAC, lancé en 2010, devait permettre et devait faciliter dans le même temps la circulation des biens. Un potentiel marché de 55 millions d'habitants environ. Le passeport CEMAC en question a plusieurs fonctions. Vous avez relevé le côté économique, la circulation aisée des biens et des personnes. Mais également, il y a un autre volet sécuritaire. On constate une petite dose d'insécurité. Le passeport CEMAC avait donc pour but de donner plus de puissance à Interpol pour traquer ceux qui en ont après notre sécurité. Lors du dernier sommet des chefs d'État de la CEMAC, déroulé en visioconférence, ce sujet n'avait pas été abordé. Intéressons-nous à présent au bilan mi-fugue, mi-raisin à la tête de la commission de la CEMAC. Daniel Ona-Ondo achève 5 ans comme patron de l'instance exécutive de la communauté sous-régionale. Si les chantiers restent nombreux dans la zone, la commission de la CEMAC a su faire avancer la sous-région, notamment au plan infrastructurel. Mais les défis de l'intégration économique restent colossaux. L'analyse. Le retour en perspective en RCA du siège de la CEMAC. En raison de l'instabilité, les bureaux de l'organisation avaient déménagé momentanément pour Malabo, en Guinée équatoriale en 2013. À l'actif également de la commission de la CEMAC, des progrès au plan infrastructurel. Elle a facilité la mise en œuvre des projets dits intégrateurs demandés par les chefs d'État en 2016. Des 12 projets arrêtés depuis lors, 8 sont achevés ou en cours d'achèvement, notamment sur le plan routier. On citera le plus connu, Samilima-Ouesso, entre le Cameroun et le Congo, 321 km livrés en 2021. Mais il en faut 10 comme celui-ci pour porter les échanges entre les pays à un niveau acceptable, car le commerce sous-régional est à moins de 5%, là où la moyenne est de 10% dans toutes les autres sous-régions du continent. Autre défi, la connexion électrique. C'est l'un des critères prioritaires dans l'évaluation de la compétitivité des économies dans le monde. La CEMAC, deuxième plus grand potentiel hydroélectrique en Afrique, n'a pas d'interconnexion électrique à ce jour. On annonce par contre 2 barrages communautaires, l'un à Dimoli en RCA et l'autre à Cholet au Congo. Budget 1200 milliards de francs CFA pour 2030. Enfin, le chantier de l'intégration sous-régionale. Un passeport CEMAC, mais des refoulements sans façon en Guinée équatoriale et au Gabon, notamment des Camerounais. En 5 ans, le président de la commission de la CEMAC, Daniel Ona-Ondo, a eu des avancées à consolider par son remplaçant. Et ce 15e sommet des chefs d'État de la CEMAC paralyse la circulation à Yaoundé. Les routes barrées ont causé de nombreux bouchons à la grande désolation des habitants de la ville aux 7 collines. Joël Essengue et Aïk Cyril. Yaoundé paraît aux couleurs des pays de la CEMAC. La ville accueille le sommet des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. 6 chefs d'État séjournent donc dans la cité capitale. Et comme en pareille occasion, les routes sont barrées, occasionnant de nombreux bouchons. Quand les présidents viennent, on bloque les routes comme si les gens ne vivent pas au Cameroun. Et ça pénalise tout le monde. Hier, moi, je voulais arriver en ville, je ne suis pas arrivé en ville à cause de ça. Et je ne sais pas comment le gouvernement peut priver les citoyens comme ça. Une barrière de police au boulevard du 20 mai limite l'accès à ce lieu mythique qui coupe la capitale en deux. Les Yaoundéens s'en plaignent. Il faut se retrouver quelque part pour parler comme n'importe où. Font les réunions tranquillement. Nous, on sera au courant. Oui, il y a les réseaux sociaux pour ça. Il y a les téléphones. En tout cas, il y a la télé. Nous, on sera au courant. On n'a pas besoin de bloquer toute la ville pour ça. Après atterrissage à l'aéroport international de Simalène, les délégations passent par le quartier Mvan avant de rallier le centre-ville. En Mvan, commerces et agences de voyage sont fermés. L'impact de la paralysie de Yaoundé sur l'économie nationale est non négligeable. Un entrepreneur qui devait se rendre, quitter un point à un autre point pour régler une affaire,
se retrouve paralysé. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire le travail. Soit il peut rater, soit alors il va ajourner et ça va impacter naturellement les ressources. Donc c'est évident que l'impact est négatif. La configuration de la ville de Yaoundé est telle que le centre commercial et le centre administratif se juxtaposent, ce qui en rajoute au désagrément lorsque la ville est paralysée. Une bonne partie du commerce se fait à proximité du centre administratif. Il faut peut-être revoir comment repenser la ville et délocaliser pour qu'il y ait une certaine séparation entre le côté administratif et le côté commercial. Yaoundé accueille de hautes personnalités, mais les populations ne cachent pas leurs jeunes. Le sommet des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale fait des vagues. Dans l'escale internationale, le cri de détresse des familles des victimes du naufrage au Gabon pousse le ministre des Transports à rendre son tablier. Brice Paya a remis sa démission au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et au Sénégal, le procès de l'opposant Ousmane Sonko a été renvoyé au 30 mars prochain. Le destin de l'homme politique à la présidentielle de 2024 se joue dans cette affaire. La mouture internationale est signée Kemazo Matilda, Jean-Paul Mboyo. Après le naufrage du ferry qui a fait au moins 21 morts et 16 disparus, Brice Paya, le ministre gabonais des Transports, a rendu sa démission jeudi 16 mars 2023. Des voix de toutes parts s'étaient élevées ces derniers jours pour réclamer au moins sa démission, en plus de la suspension annoncée par le gouvernement de 4 cadres de l'administration, de la marine marchande, des affaires maritimes et des gardes à vue en cours de fonctionnaires et responsables de la compagnie propriétaire du navire. C'est le ministre délégué au transport qui assurera le traitement des affaires courantes. Au Sénégal, l'audience du procès intenté à l'opposant Ousmane Sonko par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang a été émaillée de heurts et incidents entre jeunes et forces de sécurité dans plusieurs quartiers de Dakar. La nervosité est montée d'un cran après l'annonce par le tribunal du renvoi de l'affaire au 30 mars. À la sortie de la salle, des membres de l'entourage des deux parties en sont venus aux mains. Ousmane Sonko est poursuivi dans cette affaire pour diffamation, injure et faux. Il lui est reproché notamment d'avoir déclaré que le ministre du Tourisme était épinglé par un rapport de l'inspection générale d'État pour sa gestion d'un fonds pour l'emploi des jeunes. À l'approche de la présidentielle de 2024, lui et ses soutiens crient au complot ourdi par le pouvoir pour l'éliminer politiquement. Ousmane Sonko tient un discours souverainiste et panafricaniste, pourfendant les élites et la corruption. Ses détracteurs dénoncent quant à eux un populiste qui instrumentalise la rue pour échapper à la justice. Ousmane Sonko, dont l'état de santé est instable, s'est fait ausculter par un médecin au tribunal. Dans la Minute Sport de ce journal, à peine élu au 73e congrès de la FIFA au Rwanda, Gianni Infantino annonce des modifications sur les Coupes du monde masculines et féminines ainsi que d'autres compétitions de football de la FIFA. Kemazo Matilda, Fabrice Elomo. Une fois réélu pour un mandat de 4 ans à la tête de la Fédération internationale de football association, le président Infantino n'a pas tardé à annoncer les grandes lignes de son nouveau magistère à la tête de l'instance fêtière du football mondial. Lors de son discours de circonstance au 73e congrès de la FIFA à Kigali au Rwanda, Gianni Infantino a annoncé le passage du mondial masculin de 32 à 48 équipes à partir de l'édition 2026, partagée entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il a également révélé que la Coupe du monde féminine de la FIFA, qui se tiendra plus tard cette année en Australie et en Nouvelle-Zélande, bénéficiera d'une dotation de 150 millions de dollars, soit plus de 92,7 milliards de francs CFA. Un montant 3 fois supérieur à celui alloué à la dernière édition en 2019 et 10 fois plus grand que celui de 2015. Le président Infantino a par ailleurs mentionné les changements à venir dans la fréquence des Coupes du monde U17 masculines et féminines de la FIFA qui se tiendront désormais chaque année et non plus une édition tous les 2 ans. Selon le président de la FIFA, ces résolutions approuvées lors du tout premier congrès électif de la FIFA en Afrique visent à élargir les formats des compétitions pour ainsi gonfler les revenus de l'instance. Mais cette course à l'expansion des compétitions pourrait bien révéler des fractures sur le football, estime le Forum mondial des ligues. Cette association regroupant une quarantaine de championnats a dénoncé des décisions sans consultation qui alourdissent encore un calendrier déjà surchargé et ne tiennent aucun compte de l'impact sur la santé des joueurs. Comme cette association, son homologue European League regroupant les championnats européens
va décider des réponses les plus appropriées, laissant planer la menace d'une riposte judiciaire. À présent, des publics